Bienvenue dans Quand le ciel touche la terre, un espace inspirant pour apprendre à reconnaître la main du divin dans nos vies à travers nos joies et nos épreuves. Bonjour tout le monde, mon nom est Louise Côté, je suis la fondatrice de l'Institut de coaching holistique et l'animatrice, bien sûr, du balado Quand le ciel touche la terre. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Thierry Jensen. Bonjour Thierry. Bonjour Louise. Ça fait très plaisir que tu sois là. Et je vais vous le présenter parce que, bon, Thierry, c'est une figure internationale et moi, je le connais dans le fond. Moi, je le connais, mais vous ne me connaissez pas, mais je vous connais depuis la sortie du livre, la sortie de votre livre «La maladie a-t-elle un sens?» qui est sorti en 2008 d'ailleurs. Alors, ça fait depuis ce temps-là que je vous suis. Alors, laissez-moi vous présenter Thierry Jensen, qui est médecin, chirurgien devenu psychothérapeute, auteur de nombreux livres consacrés à une approche globale de l'être humain et à une vision plus spirituelle de la société, fondateur de l'école de la posture juste à Bruxelles, en Belgique. Passionné par l'Égypte ancienne depuis l'enfance, il réside souvent dans la vallée du Nil, où il a écrit 3 de ses ouvrages, dont le dernier, Inspiration d'Égypte, voyage poétique, philosophique et spirituel sur les bords du Nil, aux éditions Les Liens qui libèrent. Voilà. Alors Thierry, vous savez, le titre, c'est Quand le ciel touche la terre. Oui, Hein? Et on se comprend là-dessus. Alors, la main divine, vous m'avez dit lors de de notre entrevue pré-rencontre aujourd'hui, que la main divine, c'est le plan de l'âme. oui, Et clairement, oui, votre âme et le plan divin a commencé très tôt pour vous, mais entre autres, il s'est passé un truc important en janvier 1998. oui. Le 5 janvier 5 janvier, 1998. ouais, Oui. c'est presque l'anniversaire, là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour vous cette journée-là? Racontez. Ben, je pense que j'ai entendu la voix de l'âme. C'est-à-dire que, dans ma façon d'exprimer les choses, je fais la différence entre la personnalité et l'âme. Mmh. La personnalité étant issue d'une construction intellectuelle, mentale, qui s'identifie à des pensées, des croyances, qui a des conditionnements, beaucoup de peur et peur de disparaître parce qu'elle dit: moi», hein, l'ego, le «je». Et Mmh. puis il y a au-delà de ça, il y a une conscience et cette conscience, elle s'exprime à travers une âme et je pense que très souvent, en tout cas moi, j'ai pas écouté la voix de cette âme. Et le 5 janvier 98, en Belgique, on dit 98, mais le 5 janvier, 98 ou 98, eh bien, je prenais mes nouvelles fonctions dans un hôpital universitaire à Bruxelles parce que depuis l'âge de 6-7 ans, j'avais décidé de devenir chirurgien. En fait, j'ai longtemps hésité entre la chirurgie et l'égyptologie, mais Mmh. finalement, à l'âge de 18 ans, j'ai choisi la voie de la médecine pour devenir chirurgien parce que je pensais que ça serait plus utile pour les autres que cette voie égyptologique qui me faisait plaisir à moi, mais qui n'aurait peut-être pas forcément d'utilité pour la communauté. Et donc j'ai choisi la voie médicale pour devenir chirurgien. J'ai fait beaucoup d'efforts pour ça et en plus, très tôt, je voulais enseigner parce que c'est ce qui me rend le plus joyeux, c'est de transmettre, d'expliquer, de faire comprendre des choses que parfois on croit difficiles à comprendre et qui peuvent s'expliquer simplement. Et donc, ben, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé pour devenir professeur de chirurgie. Alors je travaillais à l'université à Bruxelles et puis, dans le service où je travaillais, ça devenait de plus en plus compliqué. Il y avait beaucoup de politique, beaucoup de jeux d'ego justement et je m'y retrouvais pas beaucoup. Je commençais à souffrir et la dernière année de ma pratique de chirurgien, en 97, je devenais irascible, j'étais énervé et j'avais tendance à dire que c'était de la faute des autres. Ah. Parce que j'avais pas encore vraiment fait un travail sur moi et donc j'imaginais que c'était les autres qui étaient responsables de mon mal-être. Alors c'est sûr que le monde hospitalier dans lequel j'évoluais, un monde très compétitif, était peuplé de gens qui jouaient des coudes et bien sûr que mais en même temps, il y avait quelque chose chez moi qui devait aussi évoluer, se révéler. Et je crois que le 5 janvier, 98, le jour où j'ai pris mes fonctions
dans un des hôpitaux de notre université, qui était un centre de cancérologie, où j'allais prendre des fonctions, des plus hautes responsabilités. Je suis arrivé à l'hôpital et je promets Louise, je ne savais pas que 2 heures plus tard, je ne pratiquerais plus jamais ce métier. Et en fait, dans l'ascenseur, la dame qui devenait ma secrétaire dans cette institution me parlait et je ne comprenais rien de ce qu'elle me disait. Tu Et étais bloqué. puis, c'est comme si elle parlait une autre langue. Je Oui, suis rentré dans mon nouveau bureau et j'ai été pris d'une angoisse à la gorge et j'ai entendu, mais comme je m'entends parler maintenant, hein, oui. une voix à l'intérieur, ma voix, mais qui m'a dit: «Si tu restes ici, tu vas mourir». Oh! Et c'était tellement fort que j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit au doyen de la faculté, parce que c'était un poste académique, j'ai écrit en disant: «Il faut pas m'en vouloir, je pense que je ne suis pas du tout la bonne personne pour occuper la place que j'ai pourtant moi-même sollicitée, mais je me rends compte que je ne suis pas fait pour ça et je vous remets ma démission». Alors, j'ai pas eu le courage de porter ça au doyen lui-même, ni d'ailleurs au directeur médical de l'institut Bordet, là où je devais commencer à travailler. Je l'ai donné à un des chefs de clinique et j'ai dit: «Tu remettras ça, à qui il faut», et je suis parti. Parti Et pour oui, et quand je suis monté dans ma voiture, j'étais habité à la fois d'une joie, avec un sentiment de grande légèreté, de grande liberté, et en même temps une angoisse. Et là, je à l'époque, j'aurais pas parlé comme ça, mais avec le recul, l'angoisse, elle venait de ma personnalité et la joie, elle venait de l'âme. Parce qu'enfin, elle avait été entendue. oui, oui. Waouh, Et mais et divine. alors, la beauté de toute cette histoire, c'est que quand je suis monté dans la voiture pour rentrer chez moi, j'ai allumé la radio et je ne sais pas si tu connais, ce chanteur français qui s'appelle Étienne Dao, et il chantait une chanson qui s'appelait «Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie». Ah, Et quel signe. Ouais. c'est ce qui passait à la radio au moment où j'ai pris la voiture, et donc je me suis dit: «Voilà, fais confiance», et après depuis, je ne sais plus vivre sans écouter cette voix. Et c'est devenu très fort, hein, parce que parfois elle m'a fait faire des choses que je n'avais pas envie de faire, ou qui me faisaient peur, ou qui me contraignaient et qui allaient un petit peu à l'encontre de mes habitudes, Mmh et en mh. même temps, quand j'entends la voix, j'y vais, je le fais. Parce que je sais que si je ne le fais pas, il y a à nouveau ce sentiment: «Je vais mourir». C'est quelque chose qui va mourir en moi. Voilà. Parce que et suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, bon, tout d'un coup et vous êtes plus à l'emploi de personne, qu'est-ce qui se Ah passe? oui, bah, j'étais salarié, hein, parce que je travaillais dans un hôpital universitaire, et le système, en tout cas en Belgique, c'est que là, on est salarié. On n'avait pas une Mmh. pratique privée, des honoraires privés, et cetera. Et du coup, j'avais pas d'autres revenus que mon travail, je pas de fortune personnelle, et j'avais un environnement qui était très énervé sur moi, à cause de la décision que j'avais. C'était pas une décision d'ailleurs, c'était un choix. Et moi, je fais la différence entre les choix et les décisions. Les décisions, ça vient d'un exercice intellectuel, d'un exercice mental. Il y a des pour, il y a des contre, et il y aura toujours une bonne raison de le regretter, une décision, parce que ce qu'on croyait être pour, un jour se révèle être contre, et on est déçu. Tandis qu'un choix, c'est pas un truc qui vient de la réflexion intellectuelle, ça vient de l'âme, ça vient de tout l'être qui dit: «C'est par là», Oui. et ça ne se justifie pas. Et Mmh donc mh. quand des gens me disent: «Mais enfin pourquoi?» que je dis: «Je ne sais pas, je sais que je dois le faire, et foutez-moi la paix». Mmh. Mais du coup, quelques semaines après, enfin 2 semaines après, j'ai été convoqué par les autorités de l'université, et ils ont voulu me faire dire que j'étais dépressif, Ah bon? et je leur ai dit: «Non». Je crois que j'ai déjà eu des vagues un peu dépressives dans ma vie. D'ailleurs, dans ma famille, il y avait des antécédents, il y a peut-être une sensibilité à ça. Mais je dis ici, je ne sens pas du tout ça. Au contraire, je sens une force de vie et une confiance. Et à la fin de cet entretien, il y avait notamment un psychiatre. Ils avaient convoqué toute une petite équipe pour me convaincre de revenir. Et il y en a un qui est venu me voir et qui m'a dit: «Comment je pourrais faire la même chose?» Oh non! Oui, et je lui ai dit: Il n'est pas nécessaire que tu fasses la même chose. Moi, je ne peux pas faire autrement, mais si tu te poses cette question-là, c'est qu'il y a une réponse à apporter».
Déjà, Et oui. alors oui, il me dit: «Mais ouais, tu sais, moi, j'ai un divorce, j'ai une maison à rembourser, j'ai des pensions alimentaires pour les enfants, tu ne te rends pas compte». Je lui dis: «Mais écoute, tout ça ne doit pas être une excuse pour ne pas répondre à quelque chose de profond qui appelle en toi. Mais je n'ai pas la réponse, c'est toi qui vas devoir la trouver». Mais moi, je sais que je l'ai trouvée en faisant ce pas de côté, en sortant de l'hôpital. On m'a souvent dit: «Tu aurais peut-être pu y rester, transformer des choses de l'intérieur». Moi, j'aurais pas pu. Mmh. Avec mon tempérament, avec le feu qui m'habite, il fallait que j'ai une autoroute pour me sentir libre et donc il fallait que je quitte l'hôpital. Oh mon Dieu! Mais ça a dû, justement brasser beaucoup de collègues, beaucoup de Oui, l'administration, la il y a beaucoup de collègues qui m'ont plus parlé et qui ont pas compris et de toute façon, je leur ai pas laissé beaucoup de temps pour me rencontrer parce que 3 mois plus tard, j'étais directeur d'une maison de prêt-à-porter italienne à Paris. Et en fait, là aussi, j'ai écouté la voix de l'âme, hein, parce que moi j'appelle ça comme ça et en fait, hem, il y a eu, un moment d'euphorie qui a pas duré très longtemps, juste après ce 5 janvier, 98 ou 98 et puis dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à avoir peur parce qu'il y avait des factures qui arrivaient dans la boîte aux lettres et je n'étais plus, salarié, que certains disaient que je devais aller chômer, mais moi j'avais pas l'intention d'aller chômer, c'est tout ça était un peu angoissant quand même et une de mes amies, c'est amusant parce que je l'ai eue au téléphone il y a 3 jours et on s'était plus parlé depuis longtemps. C'est une de mes amies, belge, était partie travailler à Paris, parce que son mari était muté à Paris et elle qui travaillait pour Giorgio Armani en Belgique, a été sollicitée par la société, la branche française de Giorgio Armani à Paris qui lui demandait si elle voulait pas prendre des responsabilités car ils ouvraient un nouveau magasin sur le boulevard Saint-Germain à Paris, dans l'ancien drugstore et ce magasin allait devenir un flagship store, comme on dit, un magasin un peu porte-étendard de la marque Emporio Armani et elle a refusé cette proposition et elle m'en parlait au téléphone et au moment Oui, où elle m'a dit ça, je dis: «Mais moi, je vais faire ça». mais c'est Et complètement, et je l'ai fait fait Louise, je l'ai fait et c'est une histoire de fou, mais en même temps, je me permets de la raconter parce que je crois vraiment, maintenant je sais pas que je crois, je sais ça. C'est une évidence. Quand on lâche quelque chose de très gros dans sa vie, qu'on ose aller au-delà de ses peurs et qu'on écoute cette voix de cette âme qui nous anime et qui nous dit: «C'est là qu'il faut aller». Parce que la vie connaît le chemin, hein. C'est nous qui nous mettons en travers du chemin. Eh bien, quand on écoute ça, la vie, elle est généreuse, elle vient elle a horreur du vide, donc elle amène ce qu'on a besoin. Après, il faut le reconnaître et puis il faut y aller. Et quand oui, elle m'a parlé d'Armani, c'était ce que j'avais besoin. J'avais besoin de quitter la Belgique parce que tout le monde disait que j'étais fou. oui, J'avais besoin d'aller dans un autre univers que le monde hospitalier et je pensais que l'univers de la mode serait quelque chose de léger. Personnellement, je n'avais pas beaucoup d'intérêt pour la mode, hein. Moi, j'avais vécu en pyjama vert dans les blocs opératoires et c'est parfait. Oui. c'était ma vie, c'était pas là-dedans. Mais je sais pas, ça me paraissait l'idée me paraissait légère et un peu spectaculaire, enfin, j'avais envie Mmh, et en même temps, hem, j'ai beaucoup appris parce que d'abord j'ai envoyé une lettre, au à la direction chez Armani. Je dis: «Voilà, j'ai appris que vous avez besoin d'un directeur pour la France, je pense que je suis cette personne» et j'avais envoyé une photo de moi en Égypte devant les pyramides oui. avec 5 lignes disant que j'avais été pratiquer la chirurgie et puis que là, j'étais en disponibilité pour autre chose et quelques jours après avoir envoyé la lettre, je rencontre un chirurgien avec qui j'avais travaillé qui me dit: «Mais Thierry, tu as détruit ta vie, tu as acheté une bombe atomique dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire?» Oui. Et je dis: «Mais je vais être directeur chez Armani». Mais je n'avais même pas encore la réponse. Mais je le s Louise, je le savais. Mmh. Au Oui. fond de moi, je le savais. Il y avait une foi, ça pouvait pas être autrement. Mmh mh. Et alors la vie, elle est incroyable, hein, Mmh. parce qu'ils ont interrogé l'administratrice d'Armani en Belgique, en lui disant: «On a reçu une candidature d'un Belge, un chirurgien et il se trouve que j'avais opéré le mari de cette femme d'un cancer». Oh non, c'est pas vrai. Si et ça, c'est la vie. Je pense qu'à un moment donné, elle veut se réorganiser et il y a une loi d'attraction, il y a une loi de résonance dans ce monde de l'âme, dans ce monde du vivant pur, hein et alors elle a dit: «Mais il est pas fou,
il est très sérieux, il a opéré, enfin et Mmh. donc ça a titillé leur curiosité. Ils m'ont convoqué et j'étais invité à Paris, parce qu'ils inauguraient le fameux magasin, le flagship store du boulevard Saint-Germain. Il y avait Monsieur Armani, il y avait toute l'équipe là-bas, tous ces mannequins de l'époque qui étaient célèbres, des Claudia Schiffer et tout ça. Il y avait tout le monde qui était là et l'événement, moi j'y allais, j'ai été même m'acheter un costume un petit peu convenable parce que j'avais pas tout ça et je me dis: «Pour aller dans une maison de mode, il faudrait que je sois habillé correctement» et donc je suis arrivé à Paris et l'événement a été annulé en Non. dernière minute, oui, parce qu'il y avait des problèmes de sécurité sur la place Saint-Sulpice à Paris, où il y avait un immense chapiteau qu'ils avaient dressé et tout était annulé. On a dit que c'était une cabale contre monsieur Armani, peu importe. Mais moi, je suis rentré à Bruxelles et je n'ai pas rencontré monsieur Armani ni le PDG de la société, à l'époque. Et en rentrant à Bruxelles, je savais que c'était pas grave, que tôt ou tard, j'allais les revoir. Mmh. Et ben, 3 semaines plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone et j'ai été appelé à Milan. J'ai pris l'avion le lendemain. Je suis arrivé là-bas et le PDG de la société, monsieur Prozzone, m'a dit: «Mais vous avez quitté le métier que moi je voulais faire. Pourquoi Oh. vous avez fait ça?» Et je lui ai répondu: «Monsieur, je ne peux pas vous parler de mon passé parce que je n'ai pas le recul suffisant pour le comprendre, mais je viens vous parler de mon futur». Et il Mmh. m'a dit: «Mais je suis fou parce que je vais vous engager» et je lui ai dit: «Je suis fou parce que je vais le faire». Et deux jours après, j'étais à Londres. Ils m'ont envoyé à Londres dans une société de prêt-à-porter chinoise Mmh. qui importait tout du prêt-à-porter de luxe italien, Mmh. Prada, Dolce& Gabbana, Gucci, Armani et ces Chinois devaient me former au métier de la mode. Et alors ils m'ont mis j'avais 15 jours pour ça. Ils m'ont mis dans un magasin comme vendeur et ils ont dit: «Voilà, si un jour vous voulez être directeur d'une marque en France, il faut que vous soyez vendeur ici et quand vous serez le meilleur vendeur, vous sortirez du magasin». Et le lendemain, bah, j'étais le meilleur vendeur parce que j'avais pas d'intention de rester dans le magasin Non, c'est et sûr. la beauté de l'histoire pour moi, c'est qu'au moment où je faisais essayer une robe à une dame, je mettais des épingles pour que ça tombe bien, pour faire un espèce d'ourlet et je me suis vu faire ça et je m'entends me dire qu'avant, tu recousais la peau des gens après les avoir opérés et Mmh. ici tu fais un ourlet au bas d'une robe et la petite voix m'a dit: «Il y a pas de sous-métier Thierry, tu sauves ta dignité et tu apprends à te désidentifier de ce que tu faisais. Tu Mmh. faisais des choses, mais tu veux faire d'autres choses. Tu Oui. es et tu n'es pas ce que tu fais» et donc ça m'a libéré et donc voilà, j'ai été directeur pendant 1 an chez Armani à Paris et puis ils m'ont mis dehors. Ils Mmh. m'ont mis dehors parce qu'ils trouvaient que je n'avais pas la culture de l'entreprise, ce qui était un peu Oh. vrai. Ils m'ont dit: «Vous dirigez cette société comme un service hospitalier», ce qui était tout à fait vrai. C'est Mais vrai. en même temps, en quittant, ils m'ont donné une indemnité de départ importante. Il y Mmh. avait de quoi acheter un petit appartement et je me suis dit: «Non, je vais utiliser cet argent». J'ai entendu la voix, hein. «Tu Encore là. utilises cet argent jusqu'au dernier centime avant de retravailler, parce que tu as besoin de temps et l'argent, c'est du temps, le temps, c'est de l'argent. Tu as besoin de temps pour comprendre qu'est-ce qui demande à se révéler en toi». Et alors je suis resté à Paris parce qu'à Bruxelles, tout le monde disait que j'étais fou et je Mmh. suis resté à Paris dans mon appartement. Je n'avais plus de métier. J'ai écrit un roman qui m'a aidé à sortir beaucoup de choses, mais c'était pas un très bon roman parce que mes personnages n'avaient pas assez de place. Je disais trop de choses Mmh. mais ça m'a appris à écrire un livre, Mmh. d'aller jusqu'au bout d'un livre de 300 pages et donc pendant cette année-là, je me suis réveillé. Je me suis rendu compte que les fleurs, ça sentait bon, qu'il y avait des nuages au-dessus de ma tête, que la vie Mmh. ne se limitait pas à un hôpital ou un magasin de prêt-à-porter. Et j'unis, parce que j'étais suivre des cours dans une école qui formait des guérisseurs, la Barbara Brennan School of Healing en Floride. J'étais là pendant 4 ans, 1 semaine tous les 5 semaines et tout s'est mis. C'était incroyable et je raconte ça évidemment avec, beaucoup d'enthousiasme parce que ça m'a rendu joyeux, mais aussi peut-être certains trouveront avec un peu de naïveté et ce n'est pas de la naïveté. Je pense que quand on joue les règles du jeu, quand on va au-delà de ses peurs et qu'on écoute la voix de l'âme, la vie est généreuse.
Et je me permets d'ajouter ça, hein, Louise, parce que là, je rends hommage à un patient que j'ai eu quand je pratiquais la chirurgie. Mmh. C'était un monsieur, donc c'était avant de quitter le métier, hein, c'était en 97 exactement. C'est un monsieur qui avait un cancer de la prostate, une soixantaine d'années, mon âge aujourd'hui. Moi, j'ai 64 ans, voilà, dans un mois. Il devait plus ou moins avoir cet âge-là, mais c'était il y a plus de 20 ans, et 28 ans. Et en fait, ce monsieur m'avait fait promettre que on n'allait pas le prolonger inutilement. Et j'avais dit: «Mais bien sûr, il y a aucune raison de vous prolonger». Mais il souffrait beaucoup, il avait des métastases osseuses qui étaient douloureuses, et un jour, il arrive à l'hôpital, il me dit: «Voilà, je suis prêt». Et je dis: «Vous êtes prêt à quoi?» «À mourir». Il dit: «Parce que j'ai eu une très belle vie, mais je souffre, je c'est horrible, et je sais que je ne guérirai pas, donc j'ai le droit de partir». Alors je dis: «Mais oui, mais on n'a pas dit qu'on allait abréger votre vie, on a dit Mmh. qu'on ne la prolongerait pas, c'est pas la même chose». Oui, c'est ça. Et il m'a dit: «Oui, mais vous m'aviez promis que je ne souffrirais pas». Alors je lui ai dit: «Écoutez, heu, on va vous donner ce qu'il faut pour pas souffrir, donc beaucoup de morphine». Mmh. Je savais en tant que médecin que quand on donne des fortes doses de morphine, le centre respiratoire à un moment donné se déconnecte et la personne décède, et donc on a donné la morphine nécessaire, et la personne est décédée. Et le lendemain, quand je suis retourné à l'hôpital, il était déjà à la morgue, et l'infirmière en chef me dit: «Il a laissé un paquet pour toi sur son lit». Et donc je suis rentré dans la chambre et il y avait un paquet avec un emballage cadeau, et c'était le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste, Mmh. qui venait d'avoir énormément de succès. On est en 97, hein, Oui, et il venait d'avoir énormément de succès, et j'ai pris ce livre dans les mains, et tu sais, parfois les éditeurs mettent un bandeau pour oui, attirer l'attention du lecteur, et sur le bandeau de ce livre, il était indiqué: «La vie est généreuse pour celui qui, suit ou écoute sa légende personnelle». Et en fait, je pense que cette phrase a déclenché tout le processus chez moi. Parce que 3 mois plus tard, je quittais l'hôpital, et puis il y a eu la petite histoire que je viens de raconter. ah, Donc ce monsieur, je l'ai aidé à quitter la vie, alors que lui m'a aidé à rentrer dans et plus de donc vie. oui. Puis cette entrée dans Plus de vie, ça a touché les cœurs et les âmes et les vies de tellement de personnes parce que là, avec votre institut, votre école de posture juste, hein, vous enseignez à tellement de personnes justement à cette posture juste que vous décririez comment, Thierry, la posture Ah, juste? l'histoire de l'école de la posture juste, c'est une histoire, de nouveau, j'écoute, j'écoute ce qu'on me demande, ou ce que ma conscience, mon âme me montre comme chemin. En fait, en 2009, j'avais déjà écrit 3 livres, et je venais d'écrire «La maladie est-elle un sens?», auquel, Mmh. tu as fait référence. Je suis désolé parce que je me rends compte que je te tutoie, mais Vas-y. je tutoie assez facilement, mais il faut me tutoyer aussi alors. D'accord, d'accord, je vais changer. Mais Oui. on peut se vouvoyer, hein, Non, non, mais ça on y va avec le tu. et c'est l'anglais qui a fait ça chez moi. Le Mmh. you, finalement, Ouais. j'ai du mal à faire une différence. Mmh. Mais tout ça pour dire que, en 2008 était parue «La maladie a-t-elle un sens?», et j'ai donné énormément de conférences autour de ce livre, en presque 200 conférences dans 8 ou 9 pays différents. J'étais Ouais. d'ailleurs venu faire une tournée au Québec de 24 dates, en 28 jours, avec Club Québec Conférences. C'était un monsieur Jacques Bolduc qui s'appelait, et il avait cette organisation. Il m'emmenait à Trois-Rivières, Chicoutimi, Granby, Trois-Vallées, Val-d'Or, enfin, j'ai visité tout ce Québec, c'était magnifique, mais épuisant. Et en fait, en rentrant de cette tournée, je suis tombé malade. J'ai été paralysé, heu, et en fait, sur mon lit d'hôpital, je me suis dit: «Quitte à emmener dans un épuisement aussi important pour, pour en tomber malade». Et Mmh. la réponse était: «Beh, c'est l'ego, c'est la personnalité qui sait pas dire non, qui avait peur qu'on lise pas son livre, la maladie a-t-elle un sens?» Je Oui, pose cette bien. question et c'est moi qui tombe malade. Oh, oui, oui. Et sur mon lit d'hôpital, je me suis dit: «Dans le fond, je sens que je ne veux plus autant voyager, je ne veux plus donner plein de conférences à gauche et à droite, je préférerais qu'on vienne vers moi».
Mmh. Et alors j'ai entendu, eh bien, créer une école. Et c'est comme ça que l'idée de l'école de la posture juste est née, mais il a fallu encore un petit temps entre 2010 et 2015 quand l'école a été ouverte et je me sentais pas encore prêt et j'ai d'ailleurs traversé une belle crise spirituelle que j'avais racontée dans «Écouter le silence à l'intérieur», qui avait été, édité, au Québec chez Guy Saint-Jean. J'étais très content parce qu'il y avait un éditeur québécois qui s'était emparé du livre, dans son édition française pour l'éditer au Québec et dans ce livre, je racontais toute cette crise spirituelle et en même temps, elle était nécessaire pour justement pouvoir tenir cette école. Parce qu'il faut pas être là avec son ego, hein, il faut être au service et avoir un espace qui fait que les élèves vont pouvoir découvrir, l'espace qui est en eux, hein. C'est une école d'éveil quelque part, à la fois psychologique et spirituel et dans le psychologique, psychocorporel, parce que moi je suis un homme du corps, je suis un ancien chirurgien, je ne crois que le corps, il lui il parle, hein et donc là aussi, même quand j'entends la voix, c'est dans mon corps que j'entends ça. Il y a une sensation particulière qui me dit: «Oui, Vibration, d'accord. on peut pas» oui, une vibration, Mmh. pas tricher avec ça Non. et donc l'école de la posture juste, c'est une école où on essaye d'avoir suffisamment de sagesse, c'est-à-dire de conscience éveillée, donc de cœur ouvert, parce qu'il faut que le cœur s'ouvre pour que la conscience soit là, éveillée, pour, développer de la justesse. Alors qu'est-ce que la justesse? Hein, c'est pas la justice, c'est Non. pas la justice, c'est un ensemble de règles qu'il faut respecter dans une société parce Mmh. qu'on doit vivre ensemble et puis on respecte les règles, on est récompensé, on les respecte pas, on est puni et ça, c'est la justice. Mais c'est très relatif parce que la justice, du temps des Romains n'est pas la même que celle de ou celle à Kaboul aujourd'hui n'est pas la même que celle à Toronto, enfin, je veux dire, voilà et du coup, il y a une notion qui ne dépend pas de l'être humain, quelque chose de beaucoup plus profond qui dépend de la vie, c'est la justesse. Mmh. C'est ce qui permet de s'adapter aux circonstances de la vie, le mieux possible. Alors là aussi, ça peut être relatif parce que ce qui est, important pour toi n'est peut-être pas la même chose que ce qui est pour moi. Donc ça sera peut-être relatif, cette adaptation aux circonstances de nos vies. Et pourtant, mon expérience de méditant m'a fait voir il y a une justesse absolue quand on essaye de s'adapter aux circonstances de l'existence en respectant la valeur suprême qu'est la vie. En prenant soin le mieux possible de la vie en nous et autour de nous. Et pas simplement en nous. Il faut que et c'est une loi du moindre mal, mais en même temps où on remet tout à sa juste place. Et là, l'Égypte ancienne m'a tellement inspiré, c'est le concept de Maat dans l'Égypte ancienne. Un Maat, c'est l'harmonie cosmique qui n'est possible que si tout est à sa juste place. Et le roi, le pharaon, n'avait de légitimité que s'il faisait respecter cette Maat. Et Maat, ce principe sur lequel toute la civilisation de l'Égypte ancienne s'est développée, enfin 3000 ans, hein, et bien cette Maat était symbolisée par une figure féminine qui portait une plume d'autruche sur la tête. Mmh. Pourquoi une plume d'autruche? Parce que c'est la plume qui est parfaitement équilibrée des deux côtés de la tige centrale et donc c'est l'harmonie parfaite et les Égyptiens imaginaient qu'au moment de la mort, il se présentait devant Osiris qui avait la peau verte parce qu'il était dans l'éternité, la régénération permanente. Et pour les Égyptiens, l'éternité, c'est moins une durée un instant où tout est accompli, tout est réconcilié, tout est aimé. Mmh mh. Une paix absolue, cet instant d'éternité. Et donc le défunt se présentait devant Osiris, la porte de l'éternité, mais devant il y avait une balance. Et cette balance, dans un des plateaux, le défunt déposait son cœur, parce que le cœur était considéré comme le siège de l'intelligence et le siège de l'âme. D'accord. Et dans l'autre plateau, Marthe venait déposer sa plume d'autruche. Si le cœur était plus lourd que la plume, ça voulait dire que le défunt n'avait pas vécu en respectant cette justesse. Et du coup, ce cœur
tombé dans la gueule d'un monstre qui était à la fois hippopotame, crocodile et lion, les 3 animaux qui faisaient peur aux Égyptiens, et il ne rentrait pas dans cette paix, cet accomplissement éternel. Par contre, si le cœur était plus léger que la plume de Mâtre, et on dit encore, hein: «J'ai le cœur léger», parce que ça veut dire qu'on a respecté les principes de l'harmonie, les principes de la justesse, chaque chose à sa juste place, le cœur ouvert, en agissant en conscience pour préserver la vie qui est en nous et autour de nous. Et c'est ça Mmh. qu'on apprend à l'école de la posture juste. Ouais, c'est quand même énorme. On parle aussi de présence thérapeutique. Moi, j'ai adoré ça quand j'ai vu ça. Présence thérapeutique parce que bon, moi aussi, j'ai une école et on Mmh. parle beaucoup de ces choses-là. Donc quand j'ai lu présence thérapeutique, ça me dit: «Ah ben, donc Oui, la pleine présence, oui, elle est thérapeutique, donc elle soigne». absolument, elle apporte de la guérison. Elle refait Mmh. du lien sain entre les molécules, hein, au niveau physique, physiologique, mais du lien sain entre les êtres humains et entre les êtres humains et leur environnement, parce qu'il y a une dimension aussi sociétale et écologique et cosmique à cette guérison. Et tout se tient, tout est relié. Et donc, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai créé l'école, je l'avais appelée l'école de la posture juste, pardon, l'école de la présence thérapeutique. Oui. Et parce que, oui, mon idée, c'était d'accueillir essentiellement des gens qui étaient dans la relation d'aide et de soins, tant dans la médecine conventionnelle que dans d'autres, approches, thérapeutiques, dites non conventionnelles, alternatives ou complémentaires. Mais, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens en dehors de ces univers-là qui avaient besoin et qui demandaient de venir à l'école. Alors, après 5 ans d'existence de l'école, vers 2020, je me suis dit: «Je vais ouvrir à tout le monde». Mais Mmh. en ouvrant à tout le monde, d'ailleurs le logo de l'école, au départ, c'était une spirale qui descendait au cœur de l'être, hein, et il y avait un trait rouge, on descendait au cœur de l'être et puis il y avait un trait orange, on ressortait pour rayonner ce cœur de l'être. Et ça, c'était l'école de la présence thérapeutique. Et en fait, quand j'ai ouvert à tout le monde, j'ai rebaptisé l'école, je l'ai appelée école de la posture juste. Et là, du coup, c'était plus une spirale, le logo, c'était une fleur qui s'ouvrait, c'est qui rayonne, hein, Oui. et comme un chakra comme ça qui rayonne. Et en fait, je pense que c'était le moment de faire ça parce que l'école est arrivée à une forme de maturité dans ce Mmh. chemin qui allait au cœur de l'être, et il était temps qu'elle rayonne. Et donc, aujourd'hui, on a toutes sortes de gens qui viennent à l'école et de tous les univers, même s'il reste beaucoup de personnes concernées par le soin, les approches, thérapeutiques, tant dans le monde conventionnel que non conventionnel. Oui, donc c'est plus inclusif et c'est parfait comme ça. Parfait comme ça. Ouais. Je vous ai entendu Enfin, moi, dire c'est la petite voix de nouveau qui me disait de faire ça. mmh, on l'écoute, c'est merveilleux quand on l'écoute parce que justement ça amène tellement de la joie dans le cœur qu'on sait qu'on est sur le bon Oui, chemin à ce moment-là. J'ai une question pour vous. oui, Vous avez dit à un moment donné: «L'enjeu, c'est de mettre notre ego au service de plus grand que nous et qui est en nous, au service de la vie». Alors, oui, expliquez-nous, si oui. vous voulez. Je crois que l'ego, il y a certaines personnes qui disent: «Je vais tuer mon ego». Non, non, on ne doit pas tuer l'ego. L'ego, il est là, c'est notre personnalité. On a un héritage, des conditionnements familiaux, culturels, sociétaux, et puis on a aussi, on a aussi une identité. Donc l'ego, il faut pas le tuer, mais il faut l'utiliser. On peut pas le laisser prendre toute la place et être le maître de notre vie parce que il agit que au départ en fonction de ses peurs, de sa peur de disparaître, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur de toutes les peurs. Et alors ça donne des comportements névrotiques, et il faut apprendre, je pense, à avoir une conscience suffisamment éveillée, suffisamment ouverte, capable d'accueillir tous ces comportements, de ne pas les nier, mais pour les calmer, pour Mmh, les ajuster, oui, pour devenir plus juste. Et une fois que ça, ce travail se fait, alors cet ego, on peut le mettre au service, mais de cette vie, de cette conscience, de cet amour, pour travailler au service de la justesse, hein, et de la vie qui demande qu'à être vivante. Et donc, c'est vraiment, je pense, le travail d'une vie. D'ailleurs, c'était le titre de mon tout premier oui, livre, hein, Le travail d'une vie, c'était le menu. oui. Et le 2e livre, c'était Vivre en paix. Parce que je pense qu'on ne peut pas vivre en paix tant Mmh, qu'on n'a pas fait ce chemin intérieur.
Mmh. Et donc oui, notre ego, il faut le mettre au service de ce plus grand que nous, qui est en nous, de cette vie, de cette conscience, de cet amour. Parce que pour moi, c'est synonyme, hein. La vie n'est que conscience, sa substance, c'est la conscience et c'est donc l'amour, capable de tout accueillir sans condition. Mmh mh. Puis on dit aussi que l'amour, c'est l'opposé de la peur. Ah oui. D'ailleurs, Vivre en paix, c'était le sous-titre de mon second livre, c'était comment transformer la peur en amour, Mmh hein. mh. Parce que évidemment, quand on est dans la peur, on ne peut pas vivre cet amour. On croit vivre l'amour et en fait, on vit l'attachement. On est attaché parce qu'on a peur de perdre, parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a peur de mais c'est une toute petite forme d'amour. Ça commence souvent comme ça l'amour, par Mmh. des attachements. Mais après, il y a une aventure pour transformer l'attachement en quelque chose de C'est tellement tellement ouvert qu'on peut accueillir tout ce qui est. mmh. Oh là, c'est un sujet de 3 autres livres, là. Je pense que là-dedans, il y a une vous l'avez certainement ouvert quelque part, ça c'est sûr. Ah, je porte dans mon ventre, mais il n'est pas encore prêt à sortir. D'accord. Quel conseil, Thierry, vous donneriez aux gens qui veulent inventer justement ce monde en harmonie, mais avec le divin? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Mais vraiment, hein, d'apaiser le mental et ses peurs et son bavardage. Donc, bien sûr, pour moi, la méditation est une belle voie pour arriver à c'est peut-être la grande voie pour arriver à vraiment calmer le mental. Donc, méditer. Mais méditer en obtenant le véritable effet escompté, c'est-à-dire la grande détente, la Mmh détente physique, la détente psychique. Quelque chose s'apaise profondément, s'ouvre. Ouvrez le cœur, ouvrez ce cœur. mh. Et puis, quand ce processus s'enclenche, quand ce cœur s'ouvre, que cette conscience s'éveille, eh bien d'être, vigilant, d'être intransigeant, heu, l'intransigeance, d'être ferme, hein. On peut être très bienveillant et ferme en même temps dans l'engagement de dire: «Non, je ferai attention de maîtriser ces vieux instincts, ces vieux conditionnements de ma personnalité qui peuvent tout abîmer et qui peuvent créer le monde comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde de fous, hein, de tout ce qui se passe là, on se dit: «Mais c'est pas possible». Ce n'est que à cause de la névrose, hein, et parfois la psychose même. Mais alors, non, au contraire, nourrissons c'est ce potentiel de lumière en nous, d'amour, mais de vrai amour, hein, pas quelque chose de bisounours comme ça, non, non, quelque chose qui demande de l'effort, qui demande de l'engagement, qui demande de la vérité, qui demande, oui, de la vérité, de l'authenticité et c'est ça que je crois qu'on est tous appelés à faire. Donc si moi je un entre guillemets «conseil» à dire, c'est écoutez cette voix-là et ne perdons pas le fil et restons sur la bonne vague. Oui, oui. Puis un jour, vous avez dit, quelque chose comme une citation, «Écoutez le silence lorsque le silence s'est tu». Oui, Vous dit ça, hein? «Écoutez le mmh, silence lorsque le silence s'est tu» et j'avais trouvé ça tellement beau parce que c'est justement, c'est qu'il y a plusieurs couches de silence et plusieurs cou et c'est dans ce silence du silence oui, qu'on peut peut-être entendre cette voix divine. oui. Parce que ça, c'est l'événement fondamental de ma vie, je vais dire, après la rencontre avec l'Égypte, quand j'avais 6 ans, 6 7 ans, ça m'a pris dans mon lit l'Égypte, hein, c'était énorme, c'est vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais par contre, l'autre grand événement pour moi, ça a été bon, il y a eu la quitter l'hôpital, écouter la voix là, quitter l'hôpital, c'était pas rien non plus. Mais il y a eu un troisième qui a été quand j'ai entendu le silence. Et et je m'en souviens très, très bien. J'étais, chez moi, et j'avais déjà médité beaucoup dans ma vie, mais ce qui s'est produit ce jour-là, je ne l'avais jamais vécu. À savoir que je devais écrire un article, pour un magazine qui s'appelait Psychologie et j'étais en retard, j'avais pas envie d'écrire, je me forçais un petit peu et donc j'essayais quand même de me concentrer parce que j'étais arrivé vraiment à la date limite pour remettre le travail. Et tout d'un coup, dans la rue, il y avait un marteau-piqueur qui faisait énormément de bruit et toute mon attention était happée par ce bruit et je me dis: «Mais je vais jamais pouvoir écrire mon article».
Et comme je devais vraiment le terminer, je me suis calmé en respirant, en rentrant dans un état de méditation, donc simplement constater les bruits du marteau sans me laisser trop distraire par eux. Mmh. Et à un moment donné, ça a été pour moi inouï, j'entendais le marteau, mais j'entendais ce qu'il y avait au-delà du marteau, le silence. Et je me suis tout d'un coup dit: «Mais le silence n'est pas l'absence de bruit. Le silence, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Le silence, c'est comme la pièce dans laquelle je suis maintenant et je suis du bruit, tu es du bruit, mais quand nous serons partis tout à l'heure, la pièce sera toujours de la même nature, silencieuse. C'est l'espace dans lequel tout naît et tout disparaît. C'est la nature de la conscience et ça a été co une illumination pour moi mais parce qu'on peut le comprendre intellectuellement, mais là, je l'ai vécu, je le sentais dans mon corps et depuis, j'entends le silence. Je vais presque dire tout le temps. Même quand je m'entends parler ou que je t'écoute parler, j'entends les mots, j'entends le bruit j'entends mes pensées, mes réponses qui se préparent, mais j'entends que ça vient d'un endroit qui s'appelle le silence. Et quand on médite, je pense qu'il faut aller au-delà de ce qu'on appelle la pleine conscience et cetera, qui est un tout premier niveau. On calme le mental en focalisant l'attention sur les mouvements de la respiration, sur un mantra ou mais à un moment donné, quand ce calme s'installe, il faut porter l'attention sur ce qui est au-delà des mots, au-delà des émotions, au-delà des sensations et en fait, c'est du silence et plus on focalise sur ce silence, plus on l'entend. Et il est bavard. Il dit plein de choses. C'est lui qui m'a dit de quitter l'hôpital, c'est lui qui me dit de créer une école ou d'écrire un livre et quand je ne l'écoute pas, ça se passe pas bien. Non, hein? C'est comme si que dans le mot silence, il y a 2 mots. Il y a le mot silence. Alors, dans le silence et si je me lançais à l'écoute, et dit. Oui, mais oui, Mmh. oui, oui et dans l'expérience que j'en ai parce que mon corps est quand j'étais enfant, j'avais un corps qui était un peu mal formé et j'étais pas très à l'aise dans ce corps Mmh. et donc j'ai dû apprendre à l'habiter et d'ailleurs même le choix de la chirurgie, je pense que c'était aussi pour toucher cette matière, parce que c'était un peu étrange pour moi au départ et en fait, hem, aujourd'hui, c'est mon corps qui me montre cela et quand je n'écoute pas la voix du silence, ce silence qui s'est tu, eh bien, Mmh. alors je tombe malade et mais c'est incroyable. Je à une vitesse par exemple, en janvier l'année dernière, en 2025, Mmh. j'étais à l'école de la posture juste parce que j'y suis un mois sur 2 à temps plein. Toutes les classes viennent, moi je suis dans toutes les classes du matin au soir. Elles se suivent et elles restent pas un mois, mais elles viennent 3 jours et moi je suis là pour toutes les classes. Donc et à la fin du mois, j'ai eu, en me levant un matin, des vertiges incroyables. On appelle ça des vertiges paroxystiques et ça vient de la migration de petits cristaux dans l'oreille, dans les canaux semi-circulaires de l'oreille. On fait de la gymnastique et ça aide à calmer ça et puis ça disparaît. Mais au moment où ça arrive, j'étais comme dans une machine à laver Mmh. et une élève de l'école qui était très férue de symbolique des maladies et cetera, me dit qu'elle avait lu dans un dictionnaire de la symbolique des maladies que les vertiges paroxystiques comme ceux-là, c'était en lien avec l'envie de réaliser un projet et et de changer de sa vie. Mmh mh. Et ben, que c'est une valeur ou pas ce qu'elle me disait, chez moi ça a résonné et j'ai vraiment compris que j'étais en train de lutter contre moi-même, que ma personnalité qui avait peur empêchait mon âme de s'exprimer et que mon âme voulait écrire ce livre que j'ai écrit là sur l'Égypte. Mmh. Et bien là, c'était tellement fort que j'ai pris un billet d'avion et pour le mois d'avril, parce que là je n'avais pas école, je suis parti en Égypte écrire le livre. Et il est sorti en un mois, hein, 400 pages, comme ça. Mais Oui. du coup, chez moi, chez d'autres personnes, ça se manifestera peut-être autrement, mais je sais que si mon corps manifeste quelque chose, c'est que j'ai pas écouté un besoin plus profond qui vient de l'âme, qui vient de la vie qui est en nous. Faut se questionner parce que le corps est un messager extraordinaire. Ah oui, il ne triche pas.
Mmh. Le la tête, elle peut tricher, elle peut raconter tout et son contraire, mais et le corps, il triche pas. Donc on Non, connaît le futur en plus, fait que, hein, oui, ça plus voilà. il perçoit, il capte dans le champ d'énergie des informations que qui sont Le là, mais qu'on n'a pas encore pu expérimenter dans notre mental. oh, c'est le Non. beau Thierry Jensen, je suis tellement contente qu'on ait pu prendre ce moment ensemble. Je suis sûre que vous avez des enseignements à nous offrir et puis c'est comme ça que j'invite les gens d'ailleurs à vous découvrir à travers vos livres. Les gens qui aiment l'Égypte, vous avez, justement écrit, 2-3 livres, dont le dernier qui est extraordinaire, que vous avez écrit récemment. Alors, donc tous les Oui, liens je l'ai à côté de moi. Vous savez qu'il sort en librairie demain. oui, Inspiration d'Égypte, voyage poétique, philosophique et spirituel sur les bords du Nil. n'est-ce pas merveilleux? Et quand on dit Et il y a demain, plein de dessins dedans, je suis émerveillé de ce oui. livre. Je suis tellement content de l'avoir écrit. Regardez, c'est Sekhmet là qui est derrière moi, elle est ici. Merveilleux, c'est merveilleux. Alors, j'invite tout le monde à aller se le procurer, aller vous découvrir à travers, les liens qu'on partage, sous l'émission. Alors Thierry Jensen, un Mais grand merci beaucoup, et j'espère, hein, revenir bientôt au Québec parce que j'y suis venu beaucoup à un moment donné et je vous ai dit, j'ai fait même tous ces grands circuits comme ça dans plein de villes de Sherbrooke à Laval et mais j'ai et puis il y a eu le covid. Et oui, après le covid, je suis revenu, j'étais venu juste avant, en 2019 et puis, après il y a eu le covid et en fait, je suis plus revenu depuis ce moment-là. Donc j'espère vraiment que dans les mois ou l'année qui viendra, il y a quelque chose qui pourrait s'ouvrir pour mais j'ai venir. un petit projet dans ma tête là. Vous savez l'espèce de projet qui se présente Hein, hein. comme ça là, faire une espèce de journée conférence, Ah oui, oui, ça serait beau, hein? enregistrement de balado, quand le ciel touche la terre, mais en direct live, en présentiel, en Oui, on prise. peut imaginer, hein, faire quelque chose comme ça. Ah Ouais, oui. ouais. Bon ben, voilà, vous êtes sur le premier sur ma liste. Alors je vous dis un grand merci. Merci à tout le monde. Merci, hein. Oui, d'être là, de nous écouter, d'être là fidèlement. Alors je vous invite aussi à vous abonner, les auditeurs et auditrices pour être capables d'avoir en priorité ces entrevues avec des personnes merveilleuses comme Thierry Johnson. Voilà. Au revoir tout le monde. Merci Louise, au revoir. Plaisir. Si vous êtes ici, c'est que la dimension spirituelle résonne déjà dans votre cœur. En tant que fondatrice de l'Institut de coaching holistique, je vous invite à découvrir nos programmes et formations, des espaces de transformation conçus pour permettre au divin en vous de s'étendre et de respirer plus grand.